Moi, je m'appelle Dorian Dreuil, j'ai 30 ans, et j'ai une double casquette en ce moment qui est celle d'être expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Donc, je travaille sur les questions de participation électorale, d'abstention de vote, et une autre casquette qui est celle de coprésident de l'ONG À Voter, qui est une association qu'on a créée avec plein de gens sympas et que je co-préside avec Flore Blondel-Goupil. C'est une asso qu'on a créée le 28 juin 2021, donc au lendemain du second tour des élections départementales et régionales. Et c'est une structure qu'on a créée, donc une ONG de défense des droits civiques et du progrès démocratique. Et c'est une organisation qu'on a créée en fait avec un objectif qui est celui de travailler sur la question de la démocratie, du vote et en particulier du vote des jeunes, mais avec une Ok. singularité qui est celle d'être complètement indépendant et apartisan. C'est un peu l'idée, nous, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on participe à la campagne présidentielle et les campagnes à venir sans rejoindre en fait de candidats, organisations ou mouvements. Donc c'est comme ça qu'on a créé À Voter et on a travaillé depuis juin avec différents partenaires. Notre idée, c'était un peu d'avoir des coalitions un peu improbables, un peu inédites ou originales. Donc, on a travaillé avec Meta, West France, 20 minutes, Tinder, Amazon ou encore Lime. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont des vélos ou des trottinettes Trottinette. Lime, pour le deuxième tour, il y a un code qui vous permet de pouvoir voter avec un trajet gratuit de 15 minutes. Donc voilà, on a essayé Ah ouais. de travailler sur de plein de manières différentes autour du vote et surtout sur un levier qui est celui de l'inscription sur les listes électorales. Ah mais Ah, c'est c'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais voter et je peux avoir 15 minutes de trottinette gratuite. Ouais, exactement. Mais c'est marrant Avec de le travailler code avec à des voter en ligne. entreprises, ouais. De travailler avec des entreprises pour l'abstention. Je m'imaginais pas du tout ça en politique, de mélanger les entreprises et la politique. Mais juste, je voulais revenir sur un point. Tu as dit nous, c'est apolitique, enfin pas apolitique, c'est Un partisan. apartisan. Mais comment on fait pour être apartisan en politique? Moi, je trouve que c'est hyper dur. Il y en a plein qui ont essayé et finalement, ils arrivent avec. Il y a une étiquette qui se met dans tous les cas. Donc, je sais pas comment vous faites. Tu prends des gens de chaque parti, tu prends des gens d'aucun parti. Alors on prend les gens qui nous ont rejoints, qui sont bénévoles, parce qu'on a aussi des opérations de terrain avec des événements ou du porte-à-porte, notamment dans des foyers de jeunes travailleurs. Nous, l'ADN de l'organisation, elle est de n'avantager ou de ne travailler pour aucune organisation ou mouvement. Donc on D'accord. n'est pas apolitique parce qu'on est sur le terrain politique et qu'il n'y a pas plus politique que l'opération de voter. En revanche, on est complètement apartisan. C'est-à-dire qu'à voter ne favorise aucun candidat ou aucune organisation. Et c'est en fait justement ce qui nous permet de parler aussi à des gens qui ont une défiance ou une méfiance ou vis-à-vis des institutions ou vis-à-vis des partis politiques. Et ce qui traduit aussi en fait un objectif qu'on se fixe, c'est de continuer à travailler bien après les scrutins de 2022. C'est justement là, généralement, que l'abstention se consolide, parce que bon, 2, 3 semaines avant une date d'élection, on en entend parler, tout le monde vient vous voir, les partis viennent faire du porte-à-porte, du tractage, il y a une tension autour de l'élection, on vient vous vendre un programme et des idées, mais nous, on considère qu'il faut aussi continuer à travailler bien après, et pas que tous les acteurs disparaissent comme ça parce qu'il n'y a plus de rendez-vous électoral. Ouais. Et d'ailleurs, là, lors de la dernière élection, j'ai repris les chiffres, il y a une personne sur quatre qui était abstentionniste et un jeune sur deux à peu Mm. près, hein, je crois que c'est 46%, ce qui est énorme. Pourquoi les jeunes, à ton sens, sont beaucoup moins électeurs, transforment pas forcément l'essai d'aller Mm. jusque dans un bureau de vote? Est-ce que c'est la manière de voter qui leur paraît vieillotte? Est-ce que c'est les programmes? Est-ce qu'ils ne se sentent pas représentés? Enfin, j'imagine qu'il y a un peu de tout ça, mais qu'est-ce qu'ils te disent, toi, les jeunes, quand ils te révèlent ou te confient, bah, moi, ça sera sans moi cette fois-ci, ou cette fois-ci encore une fois? Il y a effectivement, c'est important de rappeler les chiffres parce que moi, j'ai couru un peu les plateaux dimanche et lundi matin. Et lundi matin, il y avait un phénomène un peu étrange finalement, beaucoup de commentateurs ou de politiques qui disaient: Ah, mais ça va, c'est 26%. On nous annonçait 30, donc finalement, on s'en sort pas trop mal. Or, c'est important de rappeler ce chiffre qui doit nous alerter, qui est un signal assez fort quand même. Plus d'un électeur sur quatre qui ne va pas voter à l'élection
qui est la plus forte ou qui passionne le plus. Du côté des jeunes, je pense qu'il y a, il y a des jeunesses en tout cas, il y a 3 niveaux qui peuvent expliquer, 3 tendances qui peuvent expliquer un phénomène d'abstention très forte et qui est une véritable rupture générationnelle en fait. Il y a d'abord l'enjeu technique du système d'inscription sur les listes Hmm. électorales. Nous, c'est là-dessus qu'à voter, c'est créé. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, quand vous avez moins de 30 ans aujourd'hui, vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales entre 16 et 18 ans quand vous participez à votre recensement, au moment où vous habitez, généralement dans votre famille. Or, dans une société qui encourage de plus en plus la mobilité, tu déménages et tu vas faire tes Bah, études dans surtout une quand autre on est ville jeune, on et quand passe tu es jeune. d'une fac à Ouais, c'est l'autre. vrai. Voilà, et tu n'es pas forcément au courant des dates et des modalités qu'il faut faire pour changer ton bureau de vote. Parce que quand tu déménages, quasiment tout est automatique, sauf ton bureau de vote. Et donc, c'est quand même un phénomène qui est pas neutre, hein, qui conduit, en tout cas sur les chiffres de 2017 on avait quasiment 7,6 millions de personnes qui sont mal inscrites sur les Ouais, listes électorales. oui, oui, ouais. Avec un lien très fort sur la participation, c'est-à-dire que les chercheurs avec qui on travaille ont mis en évidence qu'être mal inscrit, c'est 3 fois plus de chances de s'abstenir. Donc il y a déjà cet enjeu technique en amont du vote, qui est de, quand on construit le corps électoral, qui a un accès plus facile au vote. Mais ça, Ensuite, juste pour ça, le fait qu'il y ait ce problème-là, il n'est pas nouveau. Donc, il n'explique pas non plus forcément le fait qu'il y a, oui, il y a plus d'abstention aujourd'hui. C'est... alors c'est un phénomène, ouais, c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui s'accroît. Après, il y a Ok. l'enjeu, je pense, de la modalité du scrutin. C'est quand même particulier d'organiser un scrutin en période de vacances scolaires, ça joue, Oui. forcément. Et ensuite, le troisième niveau, je pense qu'il est plus profond et il est à la fois spécifique aux jeunes, mais pas que. C'est-à-dire, c'est le sentiment, je pense, de l'inutilité du vote. Oui, C'est-à-dire le ça revient sentiment que souvent. finalement, dans une démocratie représentative aujourd'hui, voter, donner le pouvoir n'a plus d'impact ou n'a plus de sens. Et là, c'est un peu le regard que portent, je pense, les jeunes, notamment vis-à-vis du politique, c'est-à-dire le sentiment de dire à quoi bon leur donner du pouvoir puisqu'ils n'ont pas de pouvoir. Il y a une paraphrase, moi, une citation que j'aime bien dans la série Game of Thrones, que vous connaissez sûrement. Il y a souvent un personnage qui dit le pouvoir réside là où les hommes et les femmes pensent qu'il figure. Et aujourd'hui, il y a comme ce sentiment du côté des jeunes que le pouvoir n'est plus dans le politique et dans la politique et qu'il n'a plus la capacité à avoir un impact sur le quotidien ou un impact sur les causes qui nous mobilisent. Parce qu'on voit Oui. que les jeunes sont mobilisés et politisés. Pas une dépolitisation, il y a une perte de croyance dans le vote. Et pourtant, le vote, il est hyper important parce que surtout, enfin, notamment présidentiel, parce qu'on va avoir ensuite, dans la foulée des élections législatives, donc le Parlement qui, maintenant, avec le système de quinquennat et le calendrier électoral et législatif, suivent la présidentielle. On a souvent la même couleur politique que le président, donc il va y avoir des gens qui vont écrire des nouvelles lois. Là, le nouveau président, il va aussi nommer des ministres qui vont représenter Mm. la France auprès de l'Union européenne. On sait qu'il y a énormément aussi de lois qui sont écrites au niveau européen. Il y a des incidences qui sont énormes. Et pourtant, on n'a pas l'impression, enfin, il y a un certain nombre de personnes, comme tu le disais, qui se disent ça ne va rien changer. Là, c'est presque un problème, j'ai envie de dire, d'éducation civique, parce que Mm. mathématiquement et enfin, constitutionnellement, élire un nouveau président, ça a C'est pas neutre. des implications euh, hyper importantes. Même les commissaires européens Mm. qui représentent la France et qui représentent une thématique. Enfin, là, par exemple, Thierry Breton, qui est nommé par la France à la Commission européenne, il travaille sur l'espace, pour les PME, la loi numérique, les données. Enfin, la conséquence, elle est palpable. Et c'est Ouais. ça qui est étonnant. Mm. Bah, c'est vrai que c'est étonnant, mais alors du coup moi ça m'amène. Alors il y a des réactions dans le chat, on nous dit perso je pense, c'est Superflame qui dit je pense que de base tu devrais pouvoir voter sans avoir à t'inscrire sur les listes, genre avec ton numéro de sécu et pouvoir te pointer dans n'importe quel bureau de vote. Alors est-ce qu'en termes de logistique c'est possible? Parce que effectivement Plucky Queen nous dit je suis assez d'accord avec toi, mais même mais quand tu vois déjà les problèmes d'organisation des bureaux de vote dans certaines grandes villes, là ce serait ingérable. Et pour les Mais c'est législatives, ça vrai que reviendrait à changer tout le vote. C'est vrai que ce serait ça pose énormément de questions parce que moi, par exemple, j'ai déménagé il y a un an. Alors, tout a suivi, hein, la Sécu, les impôts, ils te retrouvent même quand tu Très même quand facilement, ouais. tu dis rien.
Aujourd'hui, avec France Connect, tu peux récupérer ton test PCR avec ton numéro de sécu, payer une amende, tu vois, quand tu as, quand tu fait une bêtise. Mais par exemple, moi, j'ai fait mon transfert de liste parce que je suis pas, j'ai changé de quartier à Paris. Et après, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais pas donné le bon document, que ce document-là, c'était une facture de téléphone, mais c'était ce type de document, ça marche pas. Et puis en fait, bêtement, hein, j'ai Mm. laissé le truc, j'ai oublié. Et puis bah, j'étais inscrit dans mon ancien bureau de vote. Alors bon, j'ai fait la démarche d'y aller et c'était un dimanche. Et bon voilà. Mais c'est quand même pas simple en fait. Pourquoi est-ce que la Mais Mm. facture après, pour ça ne marche changer pas? Après, pour C'est- changer de bureau, c'est quand même. Moi, j'ai fait ça, c'est quand même pas. Je sais pas si c'est un gros Mm. frein. Bah, il faut le faire, mais je pense qu'il y a aussi un fait que les jeunes, enfin, ou les gens qui sont pas inscrits, là, les 7 millions qui sont mal inscrits, qui sont pas inscrits, qui sont mal inscrits, ils sont mal inscrits parce que dans tous les cas, c'est peut-être ça la conséquence. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont mal inscrits qu'ils vont pas voter, c'est parce que de toute façon, ils ont pas envie de voter, qu'ils se mettent pas à jour sur les listes et qu'il y a ces chiffres-là aussi. Donc, je sais pas quel est le vrai lien de cause à effet là-dessus. Et juste, moi j'ai une question un peu plus large sur l'abstention, c'est que comme on est dans une démocratie, les gens qui s'abstiennent, c'est effectivement, bah, peu importe pourquoi, en fait, on ne connaît pas la raison de l'abstention, mais pourquoi c'est mal? Pourquoi c'est considéré comme mal? Pourquoi on lutte contre l'abstention? Pourquoi on se dit pas, bah, en fait, ceux qui veulent pas prendre part au choix des gens qui nous dirigent, et bah, c'est pas grave. Nous, ceux qui veulent, on va choisir, et puis voilà. Pourquoi, en fait, on veut lutter contre l'abstention? Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que il faut justement, je pense, quand on a ces débats sur l'abstention, un peu changer le braquet et dire: «En fait, c'est pas mal, ne pas voter». Enfin, il faut sortir du schéma un peu moralisateur ou culpabilisateur en disant, «Ne pas aller voter, c'est pas, accomplir son devoir de citoyen, enfin, voilà, il faut pas culpabiliser celles et ceux qui ne votent pas parce que d'abord, dans l'eau, il y a sûrement des gens qui font le choix, qui est un choix très politique, qui s'explique de ne pas vouloir aller Mm. voter. Mais il faut, je pense, à l'inverse, plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on donne envie, de voter, quelles sont les solutions qui permettent le vote. En revanche, nous, c'est un peu notre fondement, c'est vraiment de travailler sur, de faire de la pédagogie autour, du vote et de porter des messages qui soient aussi positifs et pas culpabilisateurs. Mais aussi de dire, par exemple, s'abstenir, c'est pas ne pas choisir. S'abstenir, c'est laisser à d'autres le soin de choisir à votre place. Et que dans une démocratie représentative, telle qu'on l'a aujourd'hui, après on peut débattre de est-ce que c'est bien ou pas, dans une démocratie où l'élection présidentielle confère énormément de pouvoir à une personne, à une personnalité, c'est notre constitution, et bien finalement, est-ce qu'on peut s'autosatisfaire d'avoir une démocratie sans électeurs? Moi, je pars du principe que non, et il faut donner à chacun l'envie de s'y intéresser et l'envie de participer à ce grand moment de démocratie, ce grand rendez-vous électoral, sachant que et c'est un discours qu'on portait aussi beaucoup avec des jeunes avec qui on discutait, qui étaient très engagés par ailleurs, très politisés, qui s'en rendaient pas forcément compte, mais la politique, elle est partout, hein. Quand on partage une publication de Raphaël Glucksmann sur Instagram, c'est un acte politique. Quand on signe une pétition contre la maltraitance animale, c'est un signe politique. Quand on va manifester ou quand on participe à des marches climat, c'est un signe politique. Donc nous, ce qu'on disait, c'était plutôt un discours plus positif en disant, en fait, vos engagements, qu'ils soient instantanés, dans la durée ou très court, ils trouvent une traduction politique dans le vote. C'est ce que le vote permet, c'est traduire politiquement le regard qu'on porte sur la société, et on porte tous un regard sur la société. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de simple, à ton sens, enfin, que les autorités pourraient mettre en place pour essayer d'inverser cette tendance de l'abstention qui reste toujours Mm. importante de vote en vote? Quelque chose de simple? Alors, une chose simple, non, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. En revanche, on peut isoler quand même trois, quatre éléments qui seraient intéressants à porter dans ce qu'on appelle, nous,
une vision de progrès démocratique, c'est-à-dire de faire progresser la démocratie, la rendre plus ouverte, plus inclusive et surtout faire progresser la participation des citoyens dans cette démocratie. La première, c'est d'améliorer le système et l'automatisation du système d'inscription sur les listes. On est une des dernières démocraties dans le monde à avoir un système aussi rigide et c'est pas normal, alors que partout dans les autres pays dans le monde, on arrive à inscrire ou automatiquement ou à limiter les délais dans lesquels s'inscrire. Il y a ça, ensuite il y a les modalités de vote. Je pense qu'on doit pouvoir moderniser nos modalités de vote. Alors on pense de suite au vote en ligne. Peut-être qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de pouvoir sécuriser ce type de scrutin, mais il y a des votes par correspondance, par voie postale qui sont possibles, pareil que d'autres pays autour de nous arrivent à mettre en place. Donc si d'autres ont la capacité de sécuriser des bulletins par voie postale, ça doit pouvoir se faire. Donc il y a ça, il y a aussi la durée du scrutin, c'est-à-dire poser la question de pourquoi est-ce qu'on sacralise notre temps démocratique entre 8 h et 19 h ou entre 8 h et 20 h. Pourquoi est-ce que la durée de ce scrutin ne pourrait pas s'étaler sur 2, sur 3 jours pour permettre ce temps de discussion, de vraiment d'avoir un temps du vote qui rentre dans la vie de tout le monde. C'est quand tu sors du boulot, est-ce que tu es allé voter, quand tu arrives à la machine à café ou dans tes études ou autre. Et ensuite, il y a tout ce qui va concerner au-delà du vote, parce qu'on ne peut pas réduire la démocratie au simple fait du bulletin et de l'urne. C'est-à-dire que la démocratie, je pense qu'elle doit être continue, elle doit être au quotidien, et dans ces cas-là, il faut aussi réfléchir à des outils de ce qu'on peut appeler de respiration démocratique. On peut plus se contenter de dire aux gens, venez une fois tous les 5 ans, il y a tout ou rien à choisir, si vous avez tout, tant mieux, si vous avez rien, tant pis, et puis on se retrouve dans 5 ans. Non, le temps démocratique, je pense, dans la vie des gens aujourd'hui, il est plus resserré, et on doit avoir des outils de respiration entre deux scrutins qui soient des outils de démocratie plus délibératifs, plus participatifs, pour donner aux gens l'occasion de participer, à celles et ceux qui le souhaitent en tout cas, à la vie de la cité ou aux grandes décisions, aux grands débats, sans forcément aller voter ou entre deux votes. Donc il y a Yes. ça, il y a le amont, pendant et après. Et est-ce qu'on a une idée de la part de gens, d'abstentionnistes qui le font par conviction, par choix politique en fait de l'abstention, et la part qui le fait parce que par désintéressement, parce qu'il y a à peu près deux, enfin moi je vois deux camps comme ça, deux types d'abstentionnistes. Il y a ceux, voilà, ils ont la flemme, Mm. ils y vont pas, ça les intéresse pas, et ceux qui le font parce qu'ils veulent, parce que c'est contre le système, ou enfin plusieurs revendications politiques, il y en a plein d'ailleurs, mais c'est en deux catégories. Est-ce qu'on a une idée un peu de la proportion de ces masses-là? Oui, alors on n'a pas de données très fortes là-dessus. Enfin, en tout cas, j'en ai pas de tête, mais globalement, c'est plus une abstention de désintérêt qu'une abstention de conviction. D'accord, L'abstention de conviction, elle existe, mais elle est plutôt minoritaire dans le fait abstentionniste. d'accord. Et est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur l'étranger, notamment Québec, mais aussi la Belgique. Est-ce qu'il y a des exemples réussis dans un pays qui a réussi effectivement à faire baisser l'abstention avec un moyen euh, qui lui est propre? Alors, c'est le cas de la Belgique. Alors, il y a plusieurs pays dont le problème a été réglé par l'instauration du vote obligatoire. Et dans ces cas-là, bon, l'abstention est réduite assez fortement, puisque ne pas aller voter, vous avez une amende. Je pense, moi, j'en suis assez intimement convaincu que c'est une fausse bonne idée, dans la mesure où la coercition et la dernière Mm. des solutions, c'est vraiment, en plus, c'est un aveu d'échec. C'est l'échec d'avoir réussi à convaincre que notre système démocratique est viable et intéressant. Et surtout dans une époque où l'actualité et les événements font que nos libertés ont parfois tendance à se réduire. Je pense que voter doit rester la plus belle des libertés dans une démocratie. Après, des exemples intéressants à l'étranger, il y en a des tas. Si vous regardez, par exemple, dans certains Länder en Allemagne, dès que vous êtes obligé d'annoncer votre changement de domicile pour les aides sociales ou les impôts, bam, vous avez une inscription automatique dans le bureau de vote à côté de chez vous. Au Canada, qui n'est pas une petite démocratie avec un petit corps électoral, vous pouvez modifier vos informations d'inscription jusqu'au jour du scrutin. Aux États-Unis, qui est la plus vieille démocratie du monde aujourd'hui, vous avez 100 millions de personnes qui peuvent voter par correspondance et par anticipation. Si vous regardez au Luxembourg, vous avez la possibilité d'avoir une voie dérogatoire du vote par correspondance. C'est-à-dire quand vous savez que vous ne pouvez pas être là le jour du scrutin,
typiquement ce week-end, c'est un week-end de départ en vacances, bah, vous pouvez demander à titre dérogatoire de voter par correspondance, par voie postale. Et dans ce cas-là, il y a toute une procédure sécurisée qui vous permet de suivre votre bulletin de chez vous jusque dans l'urne. Donc en Mmh. fait, il y a plein de. Pendant la pandémie aussi, par exemple, Israël a organisé des bureaux de vote mobiles pour permettre aux malades isolés en quarantaine de pouvoir voter. Aux Pays-Bas, on a rallongé la durée des scrutins sur 3 jours pour permettre des flux de passage en continu pour les personnes plus vulnérables. Donc en fait, les solutions et les innovations démocratiques, elles existent et on peut s'inspirer des exemples étrangers. En Angleterre, vous avez une semaine, c'est la Register Week. Pendant toute une semaine, vous avez tout un tas d'acteurs qui vous parlent des élections, qui vous parlent de la date des scrutins aussi, ce qui n'est pas Faire de la, à mésestimer, hein, parce que faire de la com et tout. oui, oui, Et on pourquoi avait ça par se fait exemple un pas alors? sondage avant le premier tour qui montrait que 12 du corps électoral ne connaissaient pas la date du scrutin. Ça c'est quand même ça n'aide pas à aller Effectivement, voter. c'est des problèmes techniques assez importants là du coup. Alors dans le chat, on a Juste, deux juste sujets. moi je vais ouais. Il y a le sujet du vote électronique, effectivement, donc du vote pas sur un PC. Donc on nous parle beaucoup de la sécurité, c'est-à-dire que ce serait impossible à sécuriser. Je ne sais pas si ce serait impossible à sécuriser aujourd'hui, mais c'est probable effectivement il y a plus de risques, on va dire, de piratage à grande échelle. Mais moi, c'est pas ça qui me pose problème avec ce scrutin-là, c'est que même le vote par correspondance, c'est que quand t'as pas cet effet isoloir en fait. L'effet où tu es dans l'isoloir et personne, absolument personne ne peut savoir ce que tu as mis dans l'enveloppe, bah, c'est un truc que tu peux pas retrouver chez toi. Parce que chez toi, il y a du monde autour, parce que chez toi, tu es en famille, tu as peut-être des gens, sauf si tu es tout seul dans ton appart, mais voilà. Et donc, tu peux avoir une pression qui va influencer ton vote. Et ça, c'est pas, même si ça pouvait être hyper sécurisé, pour moi, la vraie sécurité, elle est pas là, justement. C'est cette pression qu'on peut subir dans un foyer, qu'on peut subir au moment du vote, si on n'est pas dans un isoloir, dans un Mmh. endroit 100% seul et où on est seul face à soi-même et où on peut emporter son vote dans sa tombe si on veut et mentir à qui on veut. Donc il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, effectivement, qui est hyper intéressant, qui est souligné par Superflame, c'est ce qui sauverait la démocratie. Oui, c'était À hyper mon intéressant sens, ça. c'est donner au moins en partie le pouvoir de décision aux gens. Simplement déléguer à des gens qui tiennent pas leurs promesses ou qui font tous les mêmes politiques, ça démobilise. C'est même plutôt logique de se dire l'effort que j'ai fait n'a pas abouti à quelque chose de concret sur ma vie, donc je le fais plus. Et effectivement, il y a quand même, je pense, il y a un ressenti un manque de responsabilisation de la part de la classe politique qui ne se remet pas en question, enfin pas assez visiblement aux yeux des abstentionnistes, en se disant bon, effectivement, on tient pas nos promesses, enfin, ils font des choses. Je veux dire, moi, je suis pas du tout dans ce discours de dire les politiques machin. Ils font des choses, ils font plein de choses. Le truc, c'est que c'est un ressenti quand même qui ressort. Et donc, comment on Mmh. enlève ce ressenti? Parce que est-ce que c'est Mmh. un manque de communication de la part des politiques? Parce que, enfin, je veux dire, si on constate sur les années, même sur ce qu'a fait sur un quinquennat, ce qui a été fait sur des dizaines d'années, des quinzaines, une cinquantaine d'années, la société, elle a hyper évolué. Donc, c'est bien qu'il y a des choses qui se passent, sauf que c'est pas perçu du tout. Donc, est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un manque de juste assumer les politiques? Est-ce que les politiques, ils devraient être plus transparents et dire, bah, effectivement, on avait promis tout ça, mais on a pu faire que ça parce que voilà. Après, c'est de l'explication sur le temps long. C'est pas juste un tweet, c'est pas Mmh. juste un truc comme ça. Et donc voilà, ça c'est les deux sujets. Tu peux réagir sur les deux. J'ai mis en avant les deux qui étaient dans le chat comme je pouvais. Peut-être d'abord sur le vote en ligne si tu as Ouais, un. sur le vote en ligne, oui, alors effectivement, alors sur la question de la sécurité, il y a des pays dans lesquels le vote en ligne est possible et permis, ils arrivent à sécuriser le scrutin, mais même si on a la certitude technique de pouvoir le sécuriser, le fait que ça émette un doute aussi fort, effectivement, je pense que du coup, ça ne vaut pas de rajouter de l'inquiétude sur la sincérité d'un scrutin. En revanche, le vote par voie postale, il est beaucoup plus facile à sécuriser et il a déjà existé en France. Hein, jusqu'en 1974, vous pouviez voter par voie postale. Donc il a été enlevé à une époque où on ne pouvait plus, on ne savait pas comment le sécuriser. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de tracer un bulletin de l'enveloppe à l'urne. Mais ce qu'il y a d'important, je pense, dans ce débat de modalité de vote, c'est que ce n'est pas une modalité qui va remplacer le vote dans l'isoloir ou le vote le jour du scrutin. C'est une modalité qui doit permettre à celles et ceux qui ne sont pas en capacité de voter de pouvoir le faire.
Donc c'est pas une nouvelle modalité de vote, c'est une modalité de vote supplémentaire. C'est l'option dont tu dois pouvoir disposer si tu es pas là le jour du vote et si tu es une personne à mobilité réduite et que D'accord. te déplacer, c'est déjà compliqué. Si tu as plus de 80 ans et que tu es une personne âgée isolée dans un EHPAD, c'est compliqué de sortir Ou pour à aller voter. l'hôpital, C'est hein. ça en fait. Et d'ailleurs, on oublie beaucoup le phénomène abstention unique sur les plus de 80 ans. Il est même beaucoup plus fort que sur les 18-24. Donc c'est vraiment une modalité complémentaire, je pense, au reste du suffrage. Là où tu as raison, c'est effectivement sur le risque de pression ou le secret de l'isoloir. En revanche, quand tu donnes ta procuration à quelqu'un, généralement, tu peux te décider quelques jours avant et tu n'es plus dans le secret de ton vote. Tu donnes la consigne à quelqu'un en qui tu as confiance en espérant qu'il ou elle la respecte. Mais on a déjà cet inconvénient avec le vote par procuration. Et cet inconvénient, il peut diminuer avec un vote par correspondance. Donc, on peut imaginer une possibilité de pouvoir voter, parce qu'il y a aussi un autre argument qu'on entend souvent, c'est bon, d'accord, mais si tu votes par correspondance une semaine avant le scrutin et que on découvre une affaire de vêtements ou de costumes 3 jours avant, alors que tu as déjà envoyé ton bulletin. Bon, on doit aussi pouvoir avoir la possibilité de pouvoir aller voter à la place de ton bulletin de vote par correspondance et que ça annule le bulletin par voie postale, comme un vote par procuration d'ailleurs. Hein. Tu peux donner procuration à quelqu'un et finalement être disponible le jour du vote, aller voter le premier et ça annule de fait la procuration. Et Ok. sur le. Il y avait un deuxième. Ouais, non, non, mais c'est intéressant. J'avais pas vu cette histoire de. En fait, c'est juste un complément et on garde ce truc d'isoloir. Et en fait, bon, voilà, ça vient en complément pour les gens qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et donc, le deuxième sujet, c'était la responsabilité du Mm, politique. Voilà, et ça a un peu avancé dans le chat. Ils ont parlé de la Suisse qui était une mm. démocratie directe, mais il n'y avait pas forcément plus de participation, en fait. Même s'ils décidaient en direct, il y en avait même moins. Et donc, bah, certes, c'était cool, mais c'était pas plus efficace en termes de vote. Donc voilà où ça en est un peu dans le chat. Donc, bah, je te Mm. laisse nous donner ton avis Ouais. là-dessus. Dans notre système et notre architecture de démocratie représentative, je suis pas sûr que voter plus souvent change vraiment la donne, d'autant qu'on vote déjà beaucoup. Hein. On a généralement un scrutin tous les 1 an et demi. En revanche, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir d'autres outils, des outils complémentaires à de la démocratie représentative. On pourrait imaginer, par exemple, qu'on connaît le modèle des budgets participatifs à l'échelle communale. On pourrait imaginer un modèle de budget participatif à l'échelle nationale, où via votre député, vous pourriez Mmh. choisir parmi certains projets d'adjoindre telle ou telle enveloppe et de faire participer les gens à bah, la fixation des dépenses de l'État à une certaine échelle. On pourrait imaginer, pareil, via le lien du député, qui est, et certains députés ont essayé de le mettre en place d'ailleurs pendant ce quinquennat, d'avoir des questions citoyennes, de dire, bon, ben, en fait, c'est pas parce qu'on vote pour son député dans sa circonscription qu'on lui reparle que dans 5 ans, mais comment est-ce qu'on recrée le lien en continu? Comment est-ce qu'on peut, un député peut porter une question au gouvernement, une question qui revient parmi les citoyens, ou abaisser le seuil du droit de pétition, ou abaisser le. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein d'outils qui sont permis aujourd'hui pour recréer du lien sur le temps long entre un élu et les citoyens. Effectivement, Ce qui est donc là, important aussi, pardon, je t'ai coupé, vas-y, vas-y, c'est bon. Hugo, mais on voit, ce qui est hyper important, c'est la pédagogie, comme une association comme la vôtre, Mm. fait et donc du coup, on comprend aussi beaucoup mieux, et on a vu que sous ce quinquennat, il y a un certain nombre d'associations qui ont vu leur dotation, baisser de la part des institutions. Est-ce que, aujourd'hui, c'est difficile pour une association comme la vôtre, d'exister, par exemple? Oui, alors nous C'est avec la difficile de particularité. répondre, mais Enfin, parce si, que avec la particularité que nous, on a tout fait sans financement. OK. Mmh. C'est-à-dire qu'on a créé l'asso en juin dernier. On n'avait clairement pas le temps de remplir 50 pages de dossiers pour avoir des subventions dans je ne sais quelle collectivité. Donc on s'est dit, bon, on y va. On fait un appel à adhésion. On a collecté 2500 euros. Ça a permis de créer le logo, le site internet. Et après, on est allé voir tout le monde en leur disant, on a une super idée, mais on n'a pas un rond. Donc quand on est allé voir Meta, on leur a dit, bon, ben, c'est génial, il faudrait créer un chatbot sur WhatsApp pour encourager les gens à vérifier leur inscription sur la liste électorale et à avoir un assistant personnel sur WhatsApp sur l'ensemble du parcours du votant. Ils nous ont dit super.
comment est-ce qu'on le paye? Ben, on a dit: «Bah, c'est à vous de le Mmh. financer». Quand on est allé voir Tinder, on leur a dit: «Mais, vous voyez que dans les matchs, il y a de plus en plus, d'importance qui est donnée à la conviction et à l'opinion politique. Vous avez quelque chose à faire?» Et ils nous ont dit: «Bah oui, Ouais. génial, on va mettre des vidéocards, sur toute l'application entre 18 et 25 ans». Pareil pour, Lime, pareil pour Amazon. Et du coup, Quand ça veut bien dire que ça tient à des initiatives, individuelles, privées, alors que quand même le vote, ça a une oui. dimension, d'intérêt général. Il y a des pays comme aux Pays-Bas, parfois il y a même des partis politiques ou des associations qui vont faire de la pédagogie, en mode neutre, hein, évidemment, dans les écoles. On Mmh. est loin encore de ça finalement. Oui, Ça oui, tient à oui. ça tient à vous, quoi. Enfin et donc Bah, merci. on est très peu de structures à le faire de manière complètement impartisane. Alors après nous, pour cette élection en particulier, je pense qu'avec le recul, il était très bien qu'on l'ait fait entièrement de manière bénévole et sans financement, de l'État ou autre, parce que ça nous a permis d'avoir un discours très libre en fait. Non pas que les assos qui sont financés par des collectivités ou autres n'aient pas de discours libre, mais sur cet enjeu de la présidentielle, je pense qu'il était important d'être complètement, indépendant. Après effectivement, il y a un enjeu de financement du côté des associations, notamment celle d'éducation, populaire, Oui. à pouvoir, travailler sur le temps long en faisant de la pédagogie, en faisant aussi ce que l'État ne fait pas, ce que l'État ne sait pas faire et ce que l'État ne peut pas faire. Parce que, il y a aussi des pour une structure comme la nôtre, pour comme à voter, l'enjeu il est aussi de pouvoir parler à des gens, que, la puissance de l'État ne touche pas, Mmh. et qui auront un degré de confiance plus dans une association que, dans des collectivités Dans ou des dans des ministères. communications, ouais. Ok. Ouais. Ok, je vois. Et alors, juste, il y a un petit sujet là aussi en même temps, ça rejoint ce qu'on se disait, c'est que en fait, il y avait cet esprit que le peuple ne donne pas une décision directe, par exemple, comme en Suisse. Donc ça fait parler dans le chat. Donc voilà, c'est un peu la différence là, notamment avec la Suisse. Et donc ça revient. Enfin, après, moi, je voulais faire le lien avec la politique locale, parce qu'effectivement, on a des députés qu'on va choisir qui sont assez normalement au niveau local. Et donc, est-ce que la solution, elle n'est pas là? Ah oui, au passage, je remercie Londo Mallory pour son sub. Ça fait très plaisir qu'il a sub pendant qu'on échangeait. Est-ce que la solution, elle n'est pas au niveau local? C'est-à-dire que, certes, on ne peut pas décider des lois chacun avec sa voix au niveau national. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Superflame qui parlait, qui disait ça, c'est que par contre, on choisit directement son député. On peut contacter, aujourd'hui c'est très facile de contacter son député, ils sont tous très joignables, très disponibles partout. Et pour autant, il n'y a pas effectivement de lien, c'est ce que je sais plus qui a dit, il n'y a pas de vrai lien en fait. C'est pas du tout quelque chose qui est dans les mœurs de contacter son député quand on a un problème et quand on a envie de discuter avec lui. Et pourtant, c'est eux qui vont voter directement les lois. Et donc en fait, on est à un de voter une loi, c'est parce que il suffit de contacter son député, de lui dire bah voilà, moi je pense ça, etc. Et on peut le convaincre. C'est-à-dire que si c'était quelque chose dans les mœurs, et bah, tout le monde pourrait faire ça, tout le monde pourrait discuter avec les députés. Il y aura sans doute plus de moyens aussi, eux, de leur côté, pour traiter l'information, parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas forcément besoin, puisqu'ils ne sont pas beaucoup contactés, sollicités. Et après, c'est eux qui vont voter, et ils seront forcément influencés par les gens qui sont autour d'eux, par la localité qu'ils représentent, si les gens allaient leur parler directement. Donc je pense que on a cet accès-là et on ne va pas le chercher. Et le deuxième accès qu'on a en local et que je Et d'ailleurs, soulignais, Hugo, juste pour la précision, les députés, ils ont des jours dans la semaine pour être dans leur circonscription et pour tenir des permanences mm, et accueillir les électeurs, les administrés. Donc ça, il donc faut, enfin, on peut le saisir. exactement. Et donc la question liée à ça, c'est justement qu'est-ce que vous faites en tant qu'asso est-ce que vous orientez vers ça, etc. Et le deuxième chose, c'est que pour ceux qui veulent vraiment s'engager et avoir directement un impact, au niveau local, en tout cas, il parlait dans le chat de créer des groupes citoyens au niveau local, etc. Mais en fait, juste, c'est aller à sa mairie et candidater sur une liste. Et c'est hyper simple. Je veux dire, aujourd'hui en politique, rentrer au niveau local en politique, c'est pas quelque chose de complexe, c'est pas quelque chose qui est Mmh. fermé, c'est des gens assez de tout milieu et de tout bord qui le font et il n'y a pas trop de barrières là-dessus. Donc après ça j'ai l'impression que c'est ça. Après dites-moi si vous avez d'autres avis là-dessus, mais voilà, c'était mes deux remarques pour l'aspect local et engagement et donc je voulais savoir avec l'asso notamment comment Mmh. vous serviez de ça. Sur l'aspect engagement, c'est clair que,
Si vous voulez avoir un impact, si, il y a une cause qui, vous est chère, si vous avez, envie de changer, les règles du jeu ou d'avoir, un impact sur un sujet, précis, bah, juste engagez-vous. L'engagement est libre, il y a des tas d'outils, des tas d'assauts qui existent. Il y a quand même une facilité pour créer des structures collectives et avoir de l'impact. Il y a des tas d'outils à notre disposition, je pense, pour agir. Engagez-vous même en politique. Il y a aujourd'hui presque plus de partis que d'électeurs, donc il y aura forcément une organisation ou autre dans laquelle vous trouverez voilà, des modalités d'engagement. Après, nous, en tant que structure, ce qui me semble important, c'est de réfléchir sur ce que j'appelle les respirations démocratiques. Sur entre deux scrutins, on fait quoi? Comment est-ce qu'on permet aux gens de participer? Il ne s'agit pas de co-décider tout le temps ou d'être dans la décision permanente et d'être réveillé à 3 heures du matin par ton député parce qu'il doit voter un amendement et que il a besoin de l'avis de tout le monde. Mais il s'agit sur des temps particuliers, précis ou des grands débats d'avoir ces temps voilà, co-construction, de réflexion, où celles et ceux qui souhaitent participer puissent le faire, sans forcément être dans des formes de démocratie directe. Moi, je pense que la démocratie représentative, elle a des avantages, mais elle n'est pas exclusive à toutes les autres formes de démocratie. On peut avoir une démocratie plus délibérative, plus participative, sans pour autant changer de régime ou passer sur un mode de démocratie directe où on nous demande notre avis tous les dimanches. Ok, ok. Bon, on a fait un bon tour. En tout cas, on voit que on pourrait rester pendant des heures. Moi, je trouve le sujet hyper intéressant. Il y a du boulot et c'est cool que ce soit un sujet qui fasse parler, qu'il y ait plein de gens qui se mobilisent autour de ça, sur comment on s'organise dans notre société pour que tout le monde soit content et que tout le monde puisse C'est pour donner ça son avis. que, ouais, c'est pour ça que Hugo, si je peux me permettre, c'est important aussi de dire, et nous c'est ce qu'on porte, que la politique et la vie démocratique, c'est pas que le vote. C'est important de voter et de s'exprimer, mais ça va bien au-delà et ça continue bien après. Et je vois dans les réactions du chat, où généralement quand on en parle, on a des gens qui nous disent non, mais moi je fais pas de politique, mais j'ai un avis sur tel sujet, mais j'ai signé telle pétition, mais je suis allé marcher pour le climat ou contre je ne sais quoi. Bah, en fait, c'est un avis politique, c'est un engagement dans la démocratie, dans la vie de la cité. Complètement. Moi, je suis 100% d'accord avec ce discours. Et Hugo va s'engager, j'en suis sûr. On va voir. Non, mais moi, je vote. Hein. Moi, je vote. Toutes les élections que j'ai fait, je me Cours de faux renseigne et tout. 2027. Par contre, candidater, j'ai pas fait encore. Hein. C'est pas prévu. Viens Hugo, on monte un parti. Vas-y, c'est parti. En fait, voilà, je viens de monter un parti avec Superflame, visiblement. C'est parti. Qui veut en faire partie? Bref. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dorian. Merci. Merci. Si tu as quelque chose d'autre à rajouter, un petit mot de la fin, je t'en prie. Allez voter parce que c'est important. Mais au-delà de ça, pour ceux qui pensent, comme on a eu le sentiment pendant longtemps, que un bulletin dans un corps électoral de 49 millions de personnes, ça vaut pas grand-chose, donc c'est vite dilué, ça n'a pas d'impact. Si on a une leçon à tirer du scrutin du premier tour et de ce premier tour, en tout cas, c'est que les choses se jouent à peu de choses et qu'en fait votre Oui. bulletin il compte, il a de l'impact, il peut faire basculer des élections, et il peut aussi faire basculer celle de dimanche et les suivantes. Donc c'est important, je pense, d'avoir aussi des schémas positifs. On n'en a pas assez, et donc quand on en a, de le dire, voilà, en fait, chaque voix compte et votre voix compte. C'est un beau C'est vrai. message de fin. Et donc, merci vraiment encore d'avoir été avec nous, nous avoir C'est éclairé, passionnant. nous avoir parlé de toutes ces solutions auxquelles il y a des réflexions. On aurait pu aborder encore d'autres choses. Ils en parlent au niveau du gouvernement. Ça préoccupe en fait toutes les strates au niveau politique, forcément. Et donc voilà. Donc, merci beaucoup. On peut te retrouver où sur les réseaux sociaux? Oui, allez suivre À Voter sur Instagram, Twitter, LinkedIn. On est partout sauf sur TikTok. On n'a pas encore trouvé le talent de faire des TikTok drôles autour du Mais vote. Hugo, il va faire ça. Moi, vous savez que j'ai 20 000, non, 30 000 followers sur TikTok parce que j'ai fait des C'est pas montages vrai. rigolos. Tu savais pas, Cédric? Génial. J'ai une grosse commu TikTok. Donc, allez suivre À Voter sur leurs réseaux sociaux, Instagram et TikTok, parce qu'ils vont faire des trucs drôles sur TikTok. J'ai confiance en eux. Et Twitter, etc. C'était hyper intéressant. Merci encore.